Milton Erickson est né dans une famille modeste, voire plus que modeste, hein, donc une famille où la vie était rude et où la vie a été rude avec lui, puisque donc il est tombé malade dès son adolescence de la poliomyélite, qui était une maladie fréquente à l'époque, mais les moyens familiaux de soins ne permettaient pas vraiment une prise en charge, on va dire, tranquille de cette maladie, qui de toute façon ne l'était pas. Donc ça compte beaucoup dans son évolution ultérieure. Il s'est auto-rééduqué en rampant dans la neige, il s'est auto-rééduqué par ce qu'il n'appelait pas encore l'auto-hypnose aussi, et l'idéodynamisme en imaginant des stratégies pour vraiment retrouver du mouvement. Et puis ce fameux voyage en canoë où il s'est remusclé en partant 3000 km de randonnée en canoë seul, alors que c'était prévu qu'il parte à deux. Et donc son enfance a été marquée par cette auto-prise en charge et aussi cette révolte devant le pronostic fatal que les médecins avaient annoncé à sa mère. Et donc je pense que ça a été considérable dans la première partie de sa biographie, sans parler bien sûr qu'il n'était pas imaginable qu'il puisse devenir médecin, puisqu'il n'avait pas les moyens familiaux, et c'est une tante, un peu comme dans les films, qui est venue lui proposer de lui payer ses études. C'était pas du tout prévu au programme. Donc finalement, il se retrouve médecin, et il se retrouve dès le début de ses études de médecine stagiaire dans un séminaire d'hypnose de la plus grande personnalité de l'hypnose à l'époque, Clark Hull, et en troisième année, il commence troisième année d'études médicales, il conteste la position du maître quasiment mondial de l'époque à l'époque, de maître de l'hypnose, pardon, pour dire que c'est pas ce que fait le thérapeute qui compte en hypnose, c'est ce que fait le patient. Et Hull a finalement l'intelligence aussi, malgré sa réprobation, il ne le vire pas, il garde Milton Erickson dans son séminaire et au contraire il le charge de faire de la recherche déjà, avec aucun moyen évidemment autre que son intelligence et son imagination. Erickson fait de la recherche en hypnose à l'âge de 24 ans, et c'est ce qui constitue les premiers articles de l'intégrale des articles de Milton Erickson en 4 tomes chez Satas, où on voit déjà son imagination, son génie, pour essayer de faire de la recherche avec aucun moyen. Et il en fait, et il fait médecine, et il devient psychiatre, et il est donc chercheur. C'est la première partie de sa vie, la recherche, pour donc déjà lancer la recherche contemporaine de la recherche, créer une revue bientôt, l'American Journal. Et donc il est chercheur jusqu'à ce qu'il ait des problèmes de santé. Il est chef de service dans un hôpital psychiatrique aussi, où il commence aussi un peu à soigner les gens, à imaginer des stratégies créatives auprès de patients pour la plupart psychotiques. Et donc ensuite, bien sûr, il a des problèmes de santé qui l'obligent à déménager, à quitter finalement la fonction hospitalière, à aller dans l'Arizona, où il ne trouvera pas de poste en fait hospitalier. Il n'aura que la possibilité de s'installer chez lui à domicile pour commencer une carrière libérale et avoir, je dirais, une gamme de patients beaucoup plus vaste, très vaste, et il va donc pleinement se lancer dans ce qui s'appellera plus tard l'approche ericksonienne de l'hypnose et de la thérapie, à inventer sa propre manière créative, unique, et donc il fera une carrière libérale, puis de formateur, pour à la fin de sa vie être reconnu comme vraiment un praticien important, et grâce au livre de J.L.E., un thérapeute hors du commun, il sera connu à partir de 1973, c'est-à-dire à 72 ans, il sera connu et donc sollicité pour former les personnes qui seront les fondateurs de l'école ericksonienne. Il mourra à 80 ans, peu avant le premier congrès qui lui aura été dédié
organisé par Jeff Zeig. Et donc il n'assistera pas au premier congrès ericksonien. Il mourra quelques mois avant, mais ce congrès se tiendra quand même, bien sûr, suivi de nombreux autres aux États-Unis et puis dans le monde. Je pense qu'il y a quelques éléments fondamentaux pour définir l'approche ericksonienne. Déjà, cette conception naturaliste qu'il n'a pas inventée. Hein, donc d'autres auteurs voyaient l'hypnose déjà avant lui comme un processus naturel qui survient, alors si ce n'est tout seul, mais en tout cas comme quelque chose de physiologique. Hein, on peut dire l'école de Nancy va être continuée par Erickson, en voyant non pas comme Charcot l'hypnose comme un phénomène pathologique, mais en voyant l'hypnose comme un phénomène physiologique. Donc l'aspect naturaliste est un critère essentiel qui fonde l'approche ericksonienne de l'hypnose. Le patient vu comme unique est une autre caractéristique, me semble-t-il, de l'approche ericksonienne, ce refus de toute généralisation hâtive, cette méfiance vis-à-vis de la théorie et ce point d'insistance d'Erickson pour voir chaque patient comme unique, comme des empreintes digitales, comme il disait, pour aussi faire une thérapie unique, voire une théorie nouvelle pour chaque patient, ce qui me paraît assez ambitieux. Et je ne sais pas si lui-même me faisait une théorie unique pour chaque patient, mais en tout cas, voilà, cette unicité qui rend aussi le métier passionnant. Chaque séance, chaque patient vu comme unique et nouvelle et créative. Ensuite, cette prise en compte de l'environnement, puisque Erickson est le premier probablement à avoir reçu, en tout cas aux États-Unis, à recevoir plusieurs personnes d'une même famille, ce qui était l'objet principal de la réprobation qui a été émise envers lui, non pas sa pratique de l'hypnose, mais le fait qu'il voyait des maris et des femmes ensemble, ou des enfants et des parents ensemble, même n'était pas si admis que ça à l'époque aux États-Unis. Et puis donc le travail indirect, bien sûr, l'approche indirecte de l'hypnose, c'est sa grande contribution, c'est une de ses grandes contributions, peut-être sa grande, le fait de trouver des procédures d'induction indirecte, et de ce fait un travail avec la résistance très très nouveau. Il a apporté vraiment cette innovation majeure dans le champ de la thérapie. Également des stratégies, la stratégie d'utiliser justement les contextes, l'environnement, mais aussi les résistances, les caractéristiques de chaque patient, ce génie de l'utilisation thérapeutique. D'autres stratégies, il a inventé beaucoup de stratégies, la fragmentation aussi est une stratégie, je pense qu'il est beaucoup à l'origine de cette stratégie des petits pas, du step by step, de l'objectif minimaliste, travaillable facilement, et donc quelque part l'esprit thérapie brève, c'est aussi pas que lui, il y avait aussi les thérapeutes comportementalistes qui étaient dans une optique mais très fonctionnaliste de remettre les soldats au front rapidement dans les années 20 et 30, et même les années la Première Guerre mondiale, mais l'esprit thérapie brève, c'est quand même beaucoup aussi Erickson. Et puis, je dirais en dernier, et pas comme moindre élément, cette conception renouvelée de l'inconscient, très différente de l'approche psychanalytique de l'inconscient, un inconscient créatif, un inconscient intelligent, plus intelligent que le conscient, même pour lui, et un inconscient positif, un inconscient bienveillant, donc très clairement, on pourrait dire une conception simpliste de l'inconscient, si on est d'un point de vue critique et si on examine le point de vue psychanalytique freudien, voire jungien, mais une conception, je dirais, claire, si ce n'est transparente, en tout cas très claire et très utilisable de l'inconscient pour soigner nos patients. Oui, il y a une évolution au fur et à mesure donc de son cheminement, je pense, vers une simplification aussi. Hein. Erickson disait quand c'est compliqué, il faut simplifier, et je crois que pour lui aussi, il a simplifié. Il a même simplifié, je pense, en se mettant vraiment à croire
si tant est qu'il n'y croyait pas dès le début, à cet inconscient, quasiment comme un organe spécifique. Il y a des textes vraiment qui montrent que pour lui c'est un organe, il y croit à l'inconscient, l'inconscient existe pour Erickson, c'est pas un jeu d'imagination, il y croit. Erickson est sur un plan spirituel non religieux, sceptique, agnostique, mais il a une conviction, et une conviction avec beaucoup d'humour aussi, hein, beaucoup de détachement. Il ne croit pas à l'inconscient d'une façon mystique, sûrement pas. Il croit à l'inconscient comme ayant une existence, et à partir de là, bon, on peut jouer avec l'inconscient. C'est vraiment aussi une spiritualité de la légèreté, Erickson. C'est vraiment la vie est dure, la vie est douloureuse beaucoup, mais justement, il faut créer de la joie, hein, pour lui, et donc il y a une spiritualité qui repose sur la croyance très simple, on pourrait dire simpliste là encore. L'inconscient, ça existe, et heureusement, c'est pour ça qu'il a pu survivre à sa polio, c'est pour ça qu'il a pu survivre à d'autres moments de découragement liés à des rechutes de douleurs chroniques post-polio. Et voilà, l'inconscient, c'est ce qui fait pousser ses fleurs dans son jardin, c'est la vie, c'est les forces de l'humanité, de l'humanisme. Et c'est présent dans chacun d'entre nous. Chaque être humain a un inconscient, et c'est aussi utile que le cœur est utile, que le foie est utile, que les reins sont utiles. L'inconscient, il y en a en chaque être humain. Ça fait partie de la physiologie et des forces de la vie et de guérison. Il me semble que Erickson a garder et même utiliser la notion de l'inconscient par respect aussi pour ses collègues psychanalystes. Hein. Il était proche d'un certain nombre de psychanalystes. Il a rencontré, il a écrit beaucoup, il a une correspondance avec plusieurs psychanalystes importants américains. Et donc, je crois qu'il y a une forme d'humilité dans le fait de choisir de parler d'inconscient. Il ne se prétendait pas à créer une autre psychopathologie que celle des psychanalystes, Goldberg et d'autres, je crois, j'ai plus trop les noms en tête, mais il a une correspondance et beaucoup de rencontres, il a participé à des congrès, il a écrit avec des psychanalystes, et donc il était très respectueux des psychanalystes, des grands psychanalystes américains, qui ne rejetaient pas forcément l'hypnose, justement, les grands psychanalystes américains. Au contraire, ils ont aussi été à l'origine de l'hypnoanalyse. Et donc, je pense que c'est par humilité que Erickson a gardé le terme d'inconscient. Après, bien sûr, il a sa propre vision, et il disait à ses étudiants, ayez votre propre conception de l'inconscient, et il disait, ne laissez jamais à personne le droit de vous dire comment vous devez être en communication avec votre inconscient, et particulièrement pour les soins palliatifs et la fin de vie. Il était même très en colère quand des médecins ou des soignants en soins palliatifs disaient à des patients comment ils devaient finalement mourir, comment ils devaient spirituellement finir leur vie. Ça le mettait très en colère. Et donc, il était pour un principe de liberté et de responsabilité. C'est la responsabilité de l'être humain, s'il le souhaite bien sûr, d'établir comment il doit voir l'inconscient, ou ce qu'on appelle l'inconscient. Il n'était sûrement pas rigide, il était permissif sur comment on nommait nous-mêmes notre inconscient. Si on veut le nommer Dieu ou Bouddha, on nomme notre inconscient Dieu ou Bouddha, il n'y a aucun souci pour lui. Il avait sa propre façon d'être en relation avec son propre inconscient, et c'est à chacun d'entre nous, pour Erickson, d'être responsable de déterminer comment on est en rapport avec nos propres ressources internes. C'est vraiment un cheminement personnel, et je crois vraiment qu'être ericksonien et être un enseignant ericksonien aussi, c'est encourager chaque étudiant, et en tant que thérapeute, encourager chaque patient à faire son cheminement personnel
euh, on pourrait dire philosophique et éventuellement spirituel pour établir sa propre façon de vivre ça. Et de promouvoir vraiment, d'encourager, hein, trust your unconscious mind. Faites confiance à votre intelligence inconsciente, parce que mind, c'est plus intelligente qu'esprit. Hein. Donc, il était scientifique. Erickson, c'était un médecin. Et pour lui, l'hypnose, c'était une histoire de médecin, médical, à l'époque en tout cas, parce qu'à l'époque, c'était les médecins qui s'occupaient de la santé, et principalement, en tout cas dans ce dans ce qu'il connaissait, dans sa pratique aussi très rurale. La santé, c'était les médecins, c'était le pouvoir médical. Donc, il a voulu faire reconnaître l'hypnose comme médicalement respectable et sérieuse. Et à partir de là, il a été modeste. C'est l'inconscient qui était le mot qui convenait, mais il posait les voies d'une liberté absolue pour choisir les termes et les conceptions. Et chaque patient, chaque soignant est responsable et doit établir comment il voit les choses. C'est ça, Erickson. Je comprends mieux. Et du coup, ça veut dire que ce que tu décris est une voie philosophique, en fait. Ouais. On est quand même dans cette approche-là. C'est-à-dire, c'est une voie, vraiment. C'est une voie qui est proposée. VOIE. On pourrait dire, avec les termes d'aujourd'hui, épistémologique et philosophique, il était dipsychiste. Erickson, il y a deux psychismes différents, inconscient et inconscient, comme d'autres avant lui avaient été dipsychistes. Il n'est pas monopsychiste, il n'y a pas un seul psychiste un seul psychisme chez Erickson, il y en a deux. Il y en a un qui est conscient et l'un qui est inconscient. D'autres l'avaient dit avant lui, il n'est nullement à l'origine du dipsychisme. Et voilà, donc pour lui, il y avait un esprit conscient, mais au sens de mind, d'intelligence aussi, pas uniquement spirituel, ça ne l'exclut pas, mais c'est surtout, oui, je disais physiologique, il y avait un esprit conscient physiologique, il y a une volonté, il y a une réflexion consciente, il y a un esprit computationnel, une intelligence qui est consciente, qui calcule, qui décide consciemment, et puis il y a tout un champ d'intelligence, d'esprit, mais au sens d'intelligence, de physiologie inconsciente, comme je dis souvent, qui fait battre notre cœur quand on dort, et aussi qui fait qu'on peut se réveiller le matin avec des idées de solutions, parce qu'on a une intelligence inconsciente. Et Erickson disait chercher, solliciter cette forme inconsciente de processus d'intelligence qui est souvent productif et qui complète fort bien notre intelligence consciente. Donc c'était son effort, à la fois passer pour quelqu'un de sérieux et pouvoir ensuite, c'est l'essence de sa vie, c'est d'avoir fait reconnaître que c'est sérieux, ces histoires d'intelligence inconsciente. Et puis à partir de là, pour la postérité, pour ses successeurs, c'est effectivement de pouvoir utiliser, recourir à ces capacités non conscientes pour s'en servir. C'est plus le travail de ses successeurs finalement, Rossi notamment, de montrer comment on fait. Lui, il a voulu faire reconnaître ça comme respectable et pas fou. Donc on peut penser qu'il y est arrivé suffisamment en tout cas pour que des continuateurs, les post-Ericksoniens ou les Ericksoniens qui succèdent à Erickson, puissent montrer comment on fait et comment apprendre aux patients et à toute personne intéressée pour augmenter sa créativité, comment on fait pour fonctionner avec son inconscient et comment on fait pour construire sa propre manière de faire individuellement et personnellement. Donc oui, il y a un effort pour les Ericksoniens de faire reconnaître Erickson aussi comme un philosophe finalement, et François Roustan n'est pas loin aussi dans
préoccupation. Et puis, je dirais, tout soignant est philosophe et peut recourir à la philosophie ericksonienne.